ce nouveau temps d'échange. Donc, je suis Solange Sankara, chargée de développement service prévention santé QVT chez Carcep Prev. Et je suis accompagnée aujourd'hui d'Alexis Péchard, président et addictologue de GAE Conseil, qui nous accompagne sur plusieurs sujets, plusieurs prestations autour des addictions dans Transportez-vous bien. Bonjour Alexis. Bonjour Solange, bonjour à toutes et à tous. Également, Amandine Rénal nous accompagne aujourd'hui. Elle pourra répondre à vos questions dans le chat et puis on y répondra aussi à l'oral. Mais voilà, merci Amandine de nous accompagner aujourd'hui et bienvenue à tous. En introduction, on va un tout petit peu reparler de ce programme Transportez-vous bien, que vous connaissez peut-être ou que vous découvrez aujourd'hui. Donc, avant de laisser la parole à Alexis, qui nous parlera plus précisément du sujet des addictions dans le transport, je vais refaire un petit tour d'horizon du programme Transportez-vous bien. Vous avez peut-être entendu parler du programme Transportez-vous bien via les réseaux sociaux ou voilà, par d'autres DRH, d'autres collègues d'entreprises du transport. Je veux juste vous donner l'information que Transportez-vous bien, c'est vraiment un programme dédié aux entreprises de la branche du transport. Je vous ai remis sur cette page l'ensemble des codes NAF éligibles qui sont embarqués dans des accords de branche depuis 2017 pour la plupart des codes NAF qui s'affichent et depuis 2022 pour le transport routier sanitaire. Alors, si jamais vous ne retrouvez pas votre code NAF dans les codes NAF qui s'affichent sur cette page, c'est possible. Rapprochez-vous quand même de votre conseiller Carcep Prev habituel, celui qui a mis en place votre contrat de prévoyance, pour vous assurer que vous êtes bien embarqué, entre guillemets, dans Transportez-vous bien et que vos salariés pourront bénéficier des actions dont on va parler aujourd'hui. Parce que Transportez-vous bien, si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est le programme de la branche du transport, qui est un programme de prévention incitatif qui a été conçu par les partenaires sociaux de la branche et qui est complémentaire avec les autres dispositifs existants, CPAM, formation professionnelle et tous les dispositifs qui concourent à la prévention pour les métiers du transport. Ce programme est avant tout dédié aux salariés non cadres du transport. Dans certains cas, certains d'entre vous ont des contrats qui embarquent également les cadres. Donc là aussi, à vérifier avec votre conseiller Carcep Prev habituel. Les actions dont on va parler aujourd'hui sont financées par le fonds dédié du haut degré de solidarité, le HDS du transport. Donc, comme je le disais, ça fait partie du contrat de prévoyance et c'est déjà inclus à la cotisation prévoyance de vos salariés. Voilà, vérifiez bien que vous êtes dans le programme parce que sinon, voilà, tout ce qu'on va évoquer aujourd'hui, toutes les actions possibles ne seront accessibles que pour ceux qui cotisent au haut degré de solidarité et sont donc bien éligibles à Transportez-vous bien. Ceci étant dit, après cette très rapide introduction, je vais laisser la place au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est vraiment de faire un focus sur les addictions au travail et particulièrement les réponses qu'on peut vous apporter dans Transportez-vous bien, financé par Transportez-vous bien et le haut degré de solidarité. Donc, Alexis, voilà, on va déjà commencer, avant de rentrer dans d'autres détails, par donner quelques petits chiffres sur la consommation et des points de repère sur la consommation de substances psychoactives. Et J'ai du mal c'est ce pas facile matin. à dire. Euh, dans le transport et ce qu'on peut en retenir. Tout à fait. Merci, merci Solange. Du coup, effectivement, je vais commencer par vous partager quelques chiffres. Alors, on pourrait en partager beaucoup. J'en partage simplement 3 qui sont issus d'une grande cohorte de santé publique qui s'appelle Constance, dans lequel tu as plus de 150 000 Français représentatifs de la population active. Vous pourrez retrouver ces chiffres-là et bien d'autres sur la consommation de produits psychoactifs en milieu professionnel en tapant tout simplement dans Google Constance associé au mot-clé 1000DK, MILDECA, et vous retrouverez l'ensemble des chiffres que je vais partager. Moi, j'en ai sélectionné 3 qui sont sur, je dirais, les produits psychoactifs les plus consommés dans le monde du travail, l'alcool, le cannabis et les médicaments psychotropes, principalement les anxiolytiques et les somnifères. Premier chiffre, c'est 27,5% des hommes actifs ont au moins
un épisode, ce qu'on appelle de binge drinking, ou en français d'alcoolisation ponctuelle intense. Ce sont des alcoolisations qui sont au-delà de ce qu'on appelle les repères de consommation en matière de santé publique, que je rappelle, c'est pas plus de 2 verres et pas tous les jours, pas plus de 10 verres ou 10 unités d'alcool par semaine. Donc si vous vous dites oui, je respecte bien ces repères de consommation de Santé publique France, mais finalement je les fais en une seule fois le vendredi soir ou le samedi soir parce que c'est le week-end. Oui, vous êtes dans les repères de consommation, mais non, c'est une alcoolisation ponctuelle intense. Et donc on va un petit peu plus loin et on dit c'est pas plus de 4 unités d'alcool en une seule occasion. Au-delà, on est dans ce qu'on appelle effectivement le binge drinking. On n'est pas forcément dans ce qu'on appelle une situation de dépendance ou d'addiction, mais on est déjà dans une forme de pratique à risque. L'alcool est un produit qui modifie le comportement et qui fait qu'à minima, si on parle du risque routier, effectivement, on est sur un produit qui altère nos comportements, nos réflexes, notre vision, etc. Sur le cannabis, c'est 6% des actifs qui consomment du cannabis, donc du THC. On va mettre de côté la question du CBD. Donc là, on est vraiment sur le produit qui est illicite au moins une fois par semaine. Concernant l'usage des médicaments et notamment des somnifères et des anxiolytiques, on va repérer que c'est 4% des actifs qui ont au moins 2 mésusages dans l'année. Un mésusage, pour précision, c'est un usage qui est non conforme à une prescription médicale. Classiquement, on est dans de l'automédication et ou dans de la consommation parfois de produits de contrefaçon, de médicaments de contrefaçon qui vont venir imiter des molécules existantes plus traditionnellement prescrites. Voilà, simplement un point de repère. Autre point de repère qui n'est pas sur cette diapo, mais que je voulais aussi donner en précision, quand on est sur une démarche de prévention, il est important de faire la distinction entre ce qui relève d'une part des conduites addictives et ce qui relève d'autre part des addictions. L'addiction, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie chronique qui fort heureusement concerne une minorité de vos salariés. D'accord? L'addiction, c'est un besoin irrépressible de consommer un produit, ça peut être de l'alcool, du cannabis, des médicaments, de la cocaïne, un autre produit, et qui va se caractériser dans le temps par son échec dans le contrôle. C'est vraiment la perte de contrôle qui est centrale dans l'addiction. Et l'addiction, elle se caractérise par différentes formes de dépendance. Une dépendance psychologique, une dépendance physiologique, une dépendance comportementale. La conduite addictive, qu'est-ce que c'est? C'est faire usage de quelque chose. Avec le premier chiffre que je vous donnais sur l'exemple du binge drinking, il est tout à fait possible de consommer de l'alcool, et c'est la majorité des consommateurs qui consomment de l'alcool, qui peuvent parfois atteindre un état d'ébriété, mais on n'est pas forcément dans une situation d'addiction. On peut être dans une mise en danger, certes, mais on n'est pas forcément dépendant. Donc la conduite addictive, c'est simplement le fait de faire usage d'un produit ou d'un comportement qui est potentiellement addictif ou addictogène. En matière de prévention, ce qui nous intéresse, c'est tous ces comportements. C'est donc une question de graduation. Mais même, on n'a pas besoin d'être dépendant, si je puis dire, pour avoir ou être exclu de toute forme de conséquences ou de dépendance. Et donc, une démarche de prévention s'intéresse bien à tous ces niveaux d'usage, ce qu'on appelle les niveaux d'usage en addictologie. En matière de répercussion, et je vous l'ai décrit un tout petit peu dans la définition de l'addiction que je vous ai donnée il y a quelques instants, on retrouve au centre finalement une figure qui résume un petit peu, de manière très schématique, comment est-ce qu'au début, un produit ou un comportement amène un état de bien-être. Il y a du plaisir au début et ça fonctionne. Le tabac, ne serait-ce que le tabac, apporte une forme de récompense. L'alcool, c'est pareil, le cannabis, c'est pareil, la cocaïne, c'est pareil, les écrans, les jeux vidéo, etc., vont amener une forme de récompense physiologique au départ, psychologique également. Et il y a un apprentissage qui se fait peu à peu, de manière totalement inconsciente, que pour se sentir bien, pour retrouver cet état de bien-être, il va falloir consommer ou pratiquer. Et puis, il va y avoir une perte de contrôle sur le temps, sur les quantités, sur les usages, etc., quelle que soit la pratique dont on parle. Et puis, peu à peu, on va tirer de moins en moins de récompenses. Et puis, le comportement addictif et la pathologie va peu à peu, dans le temps, commencer à s'installer. Ce rapportant, il est plus ou moins rapide en fonction de ce qu'on appelle le caractère addictogène. Il y a des produits qui sont plus addictifs que d'autres. L'alcool est faiblement addictif. On estime qu'un consommateur sur 10 va développer une addiction à l'alcool. Si on prend de la cocaïne, on estime qu'on est dans un rapport de 7 pour 10. Si on prend du crack, on est quasiment sur du 10 pour 10, c'est-à-dire quasiment 100% des consommateurs vont développer une addiction au produit. Voilà un petit peu les éléments de départ que je peux donner. Conduite addictive d'une part, addiction d'autre part, et puis ces quelques chiffres qui permettent de poser
si je puis dire, entre guillemets, le décor et la réalité de ce que sont les consommations dans le monde du travail. En matière de Merci réponse, Alexis. c'est peut-être toi qui Ouais. vas détailler. Alors justement, ça annonce un petit peu les quelques pages qui vont suivre. Justement, par rapport à tout ce que tu viens d'évoquer dans cet état des lieux, transportez-vous bien ne peut pas répondre à tout, mais apporte voilà, plusieurs niveaux de réponse, avec notamment une consultation dédiée aux employeurs pour les accompagner sur la mise en place d'une politique de prévention des conduites addictives, mais aussi des ateliers de prévention et des formations. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail de toutes ces prestations-là. Donc comme je le disais en introduction, ces prestations sont prises en charge financièrement par le programme Transportez-vous bien à partir du moment où votre établissement a un contrat de prévoyance avec une cotisation au HDS chez Carcep Prev. Donc, il n'y a pas de coûts supplémentaires, ni pour vous, employeur, ni pour vos salariés. Alors, la première prestation sur laquelle on va prendre un petit temps d'échange, c'est la consultation employeur qui a été mise en place il y a quelques mois. Donc, on l'appelle consultation employeur. Elle est bien dédiée à l'entreprise. C'est l'employeur qui n'a pas un problème de consommation pour lui-même, mais qui voilà, a besoin de conseils pour la mise en place de sa politique de prévention des addictions. Et donc du coup, Alexis, cette prestation, elle a été mise en place, voilà, il y a déjà quelques semaines. Est-ce que tu peux nous donner, nous dire déjà comment elle se déroule, comment Elle ça se se déroule passe, bien. et à quoi elle sert, et puis nous donner quelques petits Ouais, ouais. peut-être retours d'expérience. Mais Tout déjà à fait. peut-être Peut-être je on vais va parler de simplement la prestation. ressouligner et revenir, parce que tu as dit un point qui est important et je dirais l'expérience que donc on a réalisé déjà plusieurs consultations, hein, dans ce cadre-là et dans le cadre du programme TVB notamment. Premier retour d'expérience, et tu l'as dit, mais je réinsiste simplement, on parle de consultation, mais ça n'est pas une consultation médicale pour des employeurs qui auraient eux-mêmes une problématique, hein. C'est vraiment une consultation au sens du conseil Oui. dédié aux employeurs par rapport à des problématiques auxquelles vous pouvez être confronté, à des questionnements, voilà, en tout cas et vous attendez des réponses opérationnelles. Alors très concrètement, cette consultation, elle se déroule sur rendez-vous. On vous a remis dans le support, vous avez en bas de cette diapo le lien qui vous permet de remplir un formulaire pour solliciter cette consultation. Derrière nous, on va recevoir de la part de Carcet Prev votre demande, le formulaire rempli, et on s'engage à vous recontacter dans les 24 heures pour fixer avec vous un rendez-vous à votre convenance. C'est donc un Et addictologue. Alexis, je me permets Ouais, juste de t'interrompre. Je me permets juste de t'interrompre pour préciser que ce support que vous voyez qui est diffusé, vous allez le recevoir à l'issue de notre échange. Vous aurez un mail de Livestorm avec le support projeté et donc les liens que vous y voyez et le replay de notre échange d'aujourd'hui. Voilà, pardon pour la petite précision. tout à Je fait. te laisse poursuivre sur Du coup, la consultation. le rendez-vous, cette consultation a pour objet de vous accompagner, de vous conseiller, de répondre à vos questions qui peuvent se situer à différents niveaux, mais qui est vraiment sur la thématique évidemment de la prévention des conduites addictives. Alors ça peut être des questions sur comment très concrètement mettre en place, déployer une action de prévention collective dans votre établissement, dans votre entité, dans le cadre du programme TVB. Ça peut être du conseil opérationnel et juridique concernant votre règlement intérieur, et j'y reviendrai tout à l'heure sur ce qu'on doit y retrouver, comment est-ce qu'on encadre la consommation de produits, qu'elle soit licite ou non, et on reviendra également sur la question du dépistage, la question du dépistage alcool et drogue, des procédures associées, des bonnes pratiques de dépistage, la question de la contre-expertise médicale et toutes les questions que vous pourriez avoir associées. Ça peut être des questions très pratiques. Comment est-ce que je dois stocker le matériel? Est-ce que vous avez du matériel qui est à nous recommander davantage que d'autres? Est-ce que comment est-ce que on fait une contre-expertise médicale? Est-ce que c'est avec un laboratoire à côté de mon établissement? Est-ce que c'est avec un centre hospitalier? Est-ce qu'il convient d'avoir un accord à anticiper au préalable, etc. Enfin, voilà, on va vraiment répondre à toutes ces questions-là en fonction de votre entité, de comment vous êtes organisé, de là où vous êtes. Est-ce que vous êtes une entité locale? Est-ce que vous êtes une grande entreprise régionale ou nationale? Je ne sais pas. Enfin, voilà, il y a des choses qui vont être que vous pourriez vous poser, auxquelles on va pouvoir vous accompagner de manière très opérationnelle. Et puis, ça peut être également
des sujets par rapport à une problématique individuelle. Vous pouvez, en tant que RH, peut-être également en tant que préventeur, peut-être plus RH, mais être confronté à une difficulté, à un questionnement individuel vis-à-vis d'un salarié qui soit consomme, soit a véritablement une problématique de dépendance, désorganise peut-être un collectif de travail, amène des problématiques liées, je ne sais pas, peut-être également sur, vous l'envoyez à votre médecin du travail, il revient apte, ou alors vous ne savez pas comment interagir avec le médecin du travail. Enfin, voilà, bref, c'est tous ces questionnements-là, comment lui proposer un accompagnement spécialisé, comment mener un entretien, comment faire s'il est dans le déni, quid si il y a du deal sur des sites. Voilà, ce sont voilà, des choses qui parfois peuvent arriver. C'est toutes ces questions-là. Alors, je ne peux pas faire une liste exhaustive parce qu'il y en a énormément. Chaque situation est par ailleurs unique, mais c'est vraiment par rapport à cela qu'on peut vous accompagner, soit sur des démarches en lien sur de la prévention et du conseil, vraiment par rapport à votre organisation, mais également sur des situations plus individuelles, plus cliniques, si je puis dire, et où là aussi, on va pouvoir vous accompagner, vous conseiller, voire vous apporter des ressources et des lieux également de prise en charge éventuelle à proposer aux salariés concernés si c'est un salarié en situation de dépendance. Oui, donc finalement, cette consultation, elle prend vraiment une direction différente en fonction On de va l'employeur s'adapter exactement. qui va Vous contacter allez l'addictologue parce que dans le formulaire, vous avez la possibilité de mettre l'objet. Maintenant, je peux très bien comprendre aussi que pour des questions de confidentialité, vous mettez parfois, et c'est un peu ce que j'ai observé également, des messages un petit peu génériques. Et puis quand on démarre la consultation, on se rend compte que c'est pas si générique que ça et qu'il y a vraiment un sujet spécifique. On peut traiter un sujet dans une consultation, mais on peut en traiter deux. C'est-à-dire que vous pouvez vous renseigner sur une démarche de prévention, aborder avec nous la question du règlement intérieur et puis également nous parler d'une problématique individuelle d'un salarié. Je dirais vraiment, tout est possible. Nous, on va s'adapter tout simplement à ce que vous allez nous remonter comme problématique, comme questionnement. Et puis nous-mêmes, on va également vous poser des questions pour bien comprendre évidemment votre situation et là où vous en êtes et votre degré de maturité, si je puis dire, en matière de prévention sur la question du risque addictif au poste de travail. et donc la consultation, c'est 30 minutes d'échange avec l'addictologue. Je dirais qu'au minimum, c'est 30 minutes. Maintenant, selon les situations et l'expérience nous montre qu'on a pu monter jusqu'à du 45 minutes, 1 heure, enfin selon la Voilà. complexité, le nombre de sujets. En général, 30 à 45 minutes d'échange. Voilà, Ça c'est à permet peu près déjà ça. de dégrossir un sujet, de donner les premières pistes d'action Mais à l'employeur qui arrive avec sa problématique, sa exactement. situation un peu compliquée. Et donc, bien évidemment, c'est pas un accompagnement extensif. Après, si toutefois l'employeur veut poursuivre, il peut éventuellement demander un devis à GAE Conseil pour un accompagnement. Et ça, ce ne sera pas pris en charge par TVB. Je préfère aussi le Mm, préciser et mm. anticiper les questions sur ce sujet-là. Mais voilà, il y a déjà ce premier échange de 30 à 45 minutes pour aller sur un sujet précis, une problématique donnée, ou pour reparler de manière globale, mon règlement intérieur, où j'en suis, etc. Il y a vraiment pas mal de possibilités et à chaque fois, vous vous adaptez à la réalité du terrain et de ce que vous demande l'interlocuteur en face, hein, si je comprends Exactement. bien. Exactement. Ok. Je ne sais pas s'il y a des questions sur la consultation. Je vois qu'il y a plein de questions sur le programme TVB et Amandine y apporte les réponses au fur et à mesure dans le chat. Mais voilà, s'il y a d'autres questions sur la consultation, n'hésitez pas aussi à nous les poser dans le voilà dans le chat ou l'onglet questions. On a aussi un onglet questions qui est disponible. Mais sinon, je propose peut-être qu'on passe Mm. au dispositif suivant. Euh, pour poursuivre cette présentation autour des solutions dans l'accompagnement des entreprises pour les politiques de prévention des pratiques addictives. Donc les ateliers de sensibilisation qui sont pris en charge par TVB, on a 2 ateliers qui sont réalisés du coup par les équipes, les addictologues de GAE Conseil. Ces ateliers-là, ils se déroulent dans vos établissements. Donc, il faut s'assurer que vous avez voilà, un espace disponible pour accueillir ce type d'atelier et surtout la capacité à organiser des groupes. C'est souvent, voilà, c'est souvent le petit point de vigilance de s'assurer qu'on a assez de monde sur site parce que vous êtes dans des métiers où normalement les salariés sont quand même sur la route, que ce soit du transport de marchandises ou du transport de voyageurs ou encore des ambulanciers.
ou alors ils sont pris dans les entrepôts pour tout le travail de chargement des marchandises. Donc voilà, il peut y avoir un petit challenge à réunir les salariés. Pour autant, sur certains sites, l'organisation des plannings permet de libérer du temps. Donc on organise ces ateliers, que ce soit la sensibilisation aux conduites addictives ou le jeu géant de sensibilisation à l'hyperconnexion et aux écrans. Dans les deux cas, ce sont des ateliers dans Transportez-vous bien qui ont lieu sous format 1 heure. Donc chaque heure, on va recevoir 10 à 20 participants. C'est des jeux qui se jouent en équipe. Et moi, je le résume souvent, alors Alexis va peut-être en parler différemment, moi je le résume souvent comme un grand jeu de Trivial Poursuite. On a un tapis de jeu qui ressemble, moi ça me fait penser au tapis de jeu du Trivial Poursuite, et on va challenger les salariés à répondre à des questions et des questions-réponses en équipe sur différents sujets liés aux addictions, aux pratiques addictives, notamment la catégorie de questions sur les substances psychoactives, les comportements, la catégorie réglementation, la catégorie signaux faibles et tout ce qui est ressources d'aide. Donc ce que je trouve super, et je vais peut-être laisser Alexis aussi en parler, c'est qu'on a une approche par le jeu. On va pas commencer à demander aux gens alors combien vous avez bu de verre hier soir ou ce week-end. On n'est pas dans cette approche-là. On est vraiment dans du dialogue, dans l'apprentissage, dans de la connaissance des effets, des différentes, de la réglementation qui est souvent aussi mal connue, de ce qu'on peut faire dans l'environnement professionnel quand on est face à cette situation-là, mais toujours sous une approche jeu, information et questions-réponses. Donc, je ne sais pas si Alexis, tu veux rajouter C'est quelque très chose sur. complet. Effectivement, c'est vraiment un Trivial Poursuite géant, hein. Concrètement, c'est un tapis qui fait 2 mètres par 2 mètres, qui est posé au sol, et où vraiment cette approche par le jeu, que l'on parle de ce premier jeu géant qui est très complet sur les conduites addictives, ou le suivant qui est sur vraiment spécifique à la question de l'écran, de l'hyperconnexion et des risques en matière de cyberdépendance. On est vraiment à travers le jeu sur une approche qui permet de libérer la parole et d'avoir une approche de groupe qui permet vraiment d'accompagner entre là où ils en sont quand ils arrivent au début de l'atelier et ce qu'on va réussir à faire passer en matière de messages de prévention. Il y a vraiment un avant et un après en matière de prise de conscience et où tout du long de l'atelier, on va pouvoir déconstruire également un certain nombre d'idées reçues. On est sur des sujets ou des thèmes, un, qui ne sont pas faciles à aborder, et deux, sur lesquels on a effectivement beaucoup de représentations ou d'idées reçues, et où vraiment cet atelier permet, ou ces deux ateliers permettent de dépasser cela pour délivrer nos messages de prévention qui sont toujours dans une double approche, des messages purs de prévention santé, donc plutôt dans une approche de santé publique, et puis des messages plutôt adaptés aux enjeux et aux risques métiers, donc plutôt dans une approche en santé sécurité au travail, adaptée aux enjeux du transport. Voilà, donc c'est vraiment deux approches qui sont très, très, très complètes et très concrètes également pour toucher du doigt ces enjeux et en parler vraiment en dehors de tout tabou. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour délivrer effectivement ces messages de prévention et amener in fine à une modification de comportement. Il ne faut pas s'attendre, ça reste une sensibilisation, il ne faut pas s'attendre Oui. à ce que ça réponde à une personne qui serait véritablement en situation de dépendance. Alors parfois, on l'a déjà vu et observé, effectivement, il y a des personnes ça va permettre une prise de conscience, mais c'est le maximum que l'on pourrait en attendre. Il faut être très honnête par rapport à ça. Oui. En revanche, pour 90% des gens qui ont des conduites, si vous vous rappelez ces éléments de distinction et de définition que j'apportais tout à l'heure entre conduite addictive, conduite à risque et addiction, bah, pour ces personnes-là et la grande majorité, la prévention et ces ateliers de prévention primaire fonctionnent et ont un impact. Pour les autres, la réponse, elle se situe plutôt du côté du soin et de l'accompagnement Ouais. spécialisé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment Oui, ça va pas important. remplacer un accompagnement, un soin, On ça va va pas faire pas un sevrage enfin, miraculeusement c'est le pas, lendemain, il y aura c'est on pas est dans ça. une approche de prévention et d'information. Par Je contre, vais voilà, peut-être si on nous rajouter sur ce sollicite oui, sur ces questions-là, évidemment qu'on peut y répondre. Et puis, il se passe toujours des choses et on l'a en tête et on le voit et on le sait dans la pratique. Voilà, régulièrement, sur des grosses journées où on peut voir jusqu'à 120 personnes, il arrive que une, deux, trois personnes viennent nous voir en marge entre deux groupes, entre deux sessions, plus à discrétion, sur des moments qui ne sont pas à négliger non plus, qui sont très importants parce que justement, les personnes viennent voilà, nous poser des questions et où des choses peuvent s'enclencher effectivement et qui sont moins visibles de l'employeur, si je puis dire.
Merci pour ces précisions. Alors, je vois qu'il y a des questions, c'est justement le point que j'allais aborder sur le nombre de salariés sur site, le nombre minimum. Effectivement, la petite fiche, ce que vous voyez affiché sur cette page est extraite du catalogue des ateliers de prévention Transportez-vous bien. Euh, Avant de parler du nombre de salariés sur site, je voulais juste mentionner aussi, on a 2 vidéos que je ne vais pas vous diffuser maintenant, mais que vous retrouverez dans le support et vous pourrez aller regarder les vidéos sur YouTube qui présentent l'atelier conduite addictive et l'atelier hyperconnexion et écran. Donc pour le nombre de personnes pour ces ateliers, effectivement, nous on préconise autour de 60 personnes sur site disponibles pour la journée, parce qu'on part du principe qu'on va avoir environ 6 sessions, 3 le matin, 3 l'après-midi, et qu'on aura à minima 10 personnes par session. Donc pour les sites plus petits, on peut imaginer de l'intervention en demi-journée pour une trentaine de personnes sur le même principe, 3 sessions d'1 heure avec 10-12 personnes par heure. Voilà, l'idée c'est quand même qu'il y ait de la dynamique, que il y ait du collectif. C'est aussi important pour voilà, la dynamique de sensibilisation, d'animation. C'est voilà, c'est important d'avoir conscience que c'est pas évident de réunir ces participants dans des sessions d'1 heure. Et pour demander un atelier de sensibilisation, vous le verrez, je vous remettrai tous les liens en fin de présentation. La session de jeu, je vois qu'il y a encore des questions. La session de jeu dure 1 heure dans Transportez-vous bien. Donc c'est voilà, c'est 1 heure par groupe. Pour demander un atelier, vous avez un formulaire spécifique d'atelier en ligne pour Transportez-vous bien. Et donc, les ateliers peuvent être demandés 2 mois avant la date souhaitée. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, 13 mai, vous pouvez demander un atelier autour de mi-juillet. Donc, bon, peut-être que maintenant, vous allez plutôt organiser des ateliers à partir de septembre. Voilà, on a un fonctionnement qui fait que pour la bonne organisation, on va vous proposer de nous prévenir 2 mois avant la date souhaitée, sachant que on a une équipe d'addictologues qui est mobilisée, qui est voilà, qui est sur le territoire français de manière assez, enfin, avec une couverture assez large du territoire, mais on a souvent beaucoup de demandes et donc 2 mois à l'avance, c'est vraiment le minimum pour s'assurer de la présence de ces addictologues pour assurer les ateliers. Donc c'est un point de vigilance. Alors, il y a la question, est-ce que les ateliers sont possibles le samedi? Alexis, il me semble que oui. C'est au cas Oui, par cas oui. qu'on va dire oui ou non. La nuit S'il y a des également. Enfin, je sais possibilités. pas si Donc, c'est intéressant, mais c'est prévu aussi, c'est possible. J'ai pas en tête si enfin, nous, on en fait pas mal, je pense aussi dans le transport. Enfin, j'ai pas en tête, dans spécialement avec les bébés, transportez-vous bien, voilà. mais Les demandes sont regardées au cas par cas, donc en fonction de la disponibilité, en fait, mmh, des intervenants. C'est surtout ça qui va nous faire dire oui ou non, mais ce n'est pas un non catégorique. On peut intervenir le samedi. mmh, exactement, c'est pas un frein. Il y a une autre question sur les ateliers. Comment susciter l'envie de s'inscrire à ces ateliers? Alors, très honnêtement, pour moi, ces ateliers-là, ils doivent être organisés par vous, employeur, sur le temps de travail et ils doivent être inclus au planning de la journée. C'est-à-dire que ça doit être presque une obligation pour les salariés de s'y rendre en fonction de ce que vous avez mis dans le planning. Ce sont des ateliers de sensibilisation comme on peut en faire sur le sommeil, sur la nutrition, sur la gestion du stress. Donc pour moi, il y a pas de voilà, c'est plutôt à vous, employeur, d'organiser la journée des collaborateurs parce que susciter l'envie de s'inscrire à ces ateliers, ça marche pas forcément. C'est-à-dire quand on attend que les salariés s'inscrivent à des actions de prévention, ça fonctionne pas bien. Donc vraiment sur ce point-là, je préfère insister un petit peu. Je vous invite vraiment à, à, voilà, à organiser les choses en amont, à, organiser les choses avec l'encadrement, les managers, les gens qui gèrent les plannings pour trouver la meilleure solution possible.
Et donc oui, j'ai encore une question sur le minimum de salariés. Effectivement, pour faire une matinée ou une après-midi de sensibilisation, on va être sur une base de 3 sessions d'1 heure avec au minimum 10-12 salariés par heure. Donc il faudrait une trentaine de salariés présents sur site, ce qui sous-entend que vous avez peut-être une cinquantaine de salariés sur vos sites. Donc si jamais vous avez moins de 50 salariés sur votre site, il y a d'autres solutions et du coup, la transition est toute faite pour la suite. C'est pas tout à fait le même format, ça répond pas tout à fait à la même approche, mais on a les formations Aftral et Promotrans qui sont prises en charge également par le programme Transportez-vous bien, donc sans frais supplémentaires pour vous, employeurs, et donc ouvert à vos salariés non cadres, en tout cas aux salariés cotisants à TVB. Ce qu'on va retrouver sur le format formation, c'est des demi-journées de formation avec du coup une approche là en format beaucoup plus petit en termes de groupe. On va être sur des groupes de 6-8 personnes maximum. Hein. Et donc, en 3h30, on a différents points qui sont abordés autour de l'hygiène de vie et pas uniquement autour des addictions, mais on va parler du calcul de l'alcoolémie, la stimulation des effets de l'alcool sur le champ de vision, etc. Il va y avoir quand même 1h30 dédiée au risque d'addiction dans cette formation Aftral. Et puis, voilà, tout ce qui est hygiène de vie, on y consacre également environ 1h30 avec l'hygiène alimentaire, le sommeil et les médicaments. C'est un sujet dont on n'a pas forcément parlé aujourd'hui, mais qui est un sujet, qui est un vrai sujet par rapport à la bonne gestion du risque routier. On a également un e-learning sur l'hygiène de vie du conducteur qui dure 1h30 et qui est proposé par l'Aftral. Donc voilà, il y a quand même différents formats qui sont possibles si les ateliers ne sont pas disponibles et pas possibles sur votre site sur Transportez-vous bien. Et donc, la formation Promotrans, je ne la reprends pas en détail, mais vous avez la prévention des risques d'addiction qui dure 3h30, où on retrouve identification des risques d'addiction, comment devient-on addict, les différents produits stupéfiants et leurs effets, les conséquences sur la vie personnelle et professionnelle, et de manière générale, voilà, prévention des addictions et tout ce qui est la réglementation en matière de dépistage. Promotrans propose également une autre formation qu'on n'a pas chez l'Aftral, qui est autour de la prévention des distracteurs technologiques. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un distracteur? Les distractions, les sources de distraction lors de la conduite, les téléphones mobiles au volant et pendant les pauses, la réglementation, tout ce qui est responsabilité individuelle, les facteurs de risque aux conduites addictives et une simulation d'une conduite addictive avec des perturbateurs technologiques pour prendre conscience de l'impact notamment du téléphone. Quand on parle de perturbateurs technologiques, on parle essentiellement du téléphone. Pour avoir plus d'informations sur les formations Aftral ou Promotrans, je vous invite à contacter, là aussi je vous remets les contacts en fin de présentation, à contacter nos 2 adresses Carcep Prev Aftral et Carcep Prev Promotrans pour avoir plus de détails si vous avez des questions complémentaires, parce que c'est vraiment les 2 organismes respectifs qui vous apporteront le détail sur les contenus des formations, les cas pratiques, les exemples qui sont pris pour être sûr que c'est raccord avec ce que vous voulez proposer dans le cadre de vos formations et les différentes sessions possibles, le nombre de salariés exacts par session, parce qu'encore une fois, je le disais, on n'est pas sur des volumes aussi importants que sur des ateliers. On est plutôt entre 4, 6, 8 salariés. Quand il y a de la simulation de conduite, on est même sur un nombre un peu moins important. Donc ça, c'est des informations que je vous invite à vérifier directement auprès de l'Aftral et de Promotrans. Donc vous retrouverez les coordonnées, les points de contact, que ce soit pour la consultation employeur, pour demander un atelier ou pour demander une formation en fin de présentation. On va prendre encore un petit peu de temps avec le temps qui nous reste pour qu'Alexis nous donne encore quelques points de repère pour agir en tant qu'employeur. Voilà, pour vous donner déjà un petit peu des pistes de réflexion
pour avancer, pour vous mettre le pied à l'étrier, si je peux le dire comme ça, dans votre politique de prévention. Du coup, Alexis, Tout à je fait. te redonne la parole sur le sujet. Je vais effectivement vous donner quelques points de repère. Les premiers vont être plutôt sur un versant juridique. Je vais passer un petit peu de temps sur la question du dépistage parce que d'expérience, dans le transport, il y a beaucoup de demandes. Ça fait partie, je pense, des premières demandes que l'on a sur la consultation employeur dont je parlais tout à l'heure, hein, avec un certain nombre de questions sur le dépistage alcool et drogue, sur les procédures, sur la contre-expertise médicale. Donc, je vais vous en parler également de cela. Et puis, je vais vous donner également des ressources pour aller un petit peu plus loin, au-delà de ce que je vais évoquer avec vous aujourd'hui. En matière de rappel juridique, ce sont des rappels, hein, je pense pour vous. Probablement que ces articles sont déjà repris dans vos règlements intérieurs. Vous en avez qui concernent à la fois l'alcool, avec le rappel des alcools qui sont autorisés par le Code du travail. Il y en a 4, le vin, la bière, le cidre et le poiré. Ce sont les seuls alcools autorisés dans la mesure où vous n'auriez pas été plus loin et plus restrictif concernant l'introduction et la consommation d'alcool dans vos établissements et dans vos entreprises respectives, en regard de votre obligation de santé, sécurité de résultat et de la nature de votre activité et de l'activité qui est considérée comme un risque, qui est la conduite, bien évidemment. Rappel concernant les règles de prudence, ça je m'y attarde un tout petit peu. Tu parlais, Solange, il y a quelques instants de médicaments et de médicaments psychotropes. Je rappelle, parce que ça c'est encore aujourd'hui, j'ai l'impression, d'expérience encore un petit peu méconnue. 3 règles de prudence qui sont fondamentales, ce qu'on appelle les prudences fondamentales, et où le rôle de l'employeur, c'est de les rappeler et de sensibiliser sur le sujet. Dans le cadre des ateliers, TVB, on le fait systématiquement. J'imagine que dans les formations Promotrans Aftral qui ont été présentées également, j'ai vu qu'il y avait un encart également sur les médicaments. Ces 3 règles, elles sont les suivantes. Première règle, un salarié doit informer son prescripteur, même si c'est son médecin de famille, son médecin traitant qu'il connaît depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, lui rappeler quel poste il occupe et comment il se rend sur son lieu de travail, de lire la notice du médicament, de vérifier s'il y a, vous savez, sur les boîtes de médicaments, ce qu'on appelle ces pictogrammes qui sont en des petits triangles, qui sont ce qu'on appelle les niveaux de vigilance et l'impact sur la vigilance que peuvent avoir la molécule, 3 niveaux de vigilance à avoir, et informer le médecin du travail quand vous occupez un poste dit à risque dans l'entreprise, à partir du moment où vous avez un médicament de niveau 2 et où vous ne seriez pas en arrêt de travail. À ce moment-là, c'est vraiment le salarié qui doit être le pivot pour des questions de confidentialité entre le médecin prescripteur et le médecin du travail ou le service de santé au travail pour savoir si ce traitement nécessite ou pas une visite médicale avec le médecin du travail et voir s'il va y avoir ensuite avec le médecin prescripteur une stratégie à mettre en place. Plusieurs possibilités. Ça peut être un arrêt de travail si on est sur un traitement qui ne va pas être pris sur le long terme. Ça peut être des restrictions particulières sur le poste. Ça peut être une adaptation du traitement, un changement de molécule, une adaptation du dosage, une adaptation, changement des horaires de prise, parce qu'on connaît la durée de vie de la molécule et son élimination. Bref, tout ça, ce sont des questions médicales qui regardent le prescripteur sur la stratégie thérapeutique et le médecin du travail concernant le poste de travail et la responsabilité, et là, les conseils qu'il devra donner à l'employeur. L'employeur, lui, sa responsabilité, c'est d'être au clair avec ces règles-là et de les rappeler aux salariés sur le fait qu'ils sont responsables de cela. Sur la question des produits stupéfiants, et ben, comme le nom l'indique, rien n'est autorisé, c'est du code pénal, hein, rien n'autorise ni le transport, ni la détention, ni l'offre, la cession, l'acquisition, enfin bref, rien n'est autorisé, même si c'est pour une consommation personnelle ou récréative, comme on entend parfois dans certains discours, rien n'est autorisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en tant qu'employeur, en cas de découverte sur le travail, si vous découvrez de l'alcool et que votre règlement intérieur l'interdit, vous avez concrètement le droit de prendre cet alcool et de le vider dans un évier. Ça peut être un acte et une décision que vous pouvez prendre. En cas de découverte d'un produit stupéfiant sur l'un de vos sites, parce que c'est un produit stupéfiant, vous n'avez pas le droit ni de le prendre, ni de le détruire. Il faut appeler les forces de l'ordre, gendarmerie, police, pour savoir s'ils viennent. On va être très concret et très pragmatique. Si vous découvrez un joint, il est peu probable qu'il se déplace. Maintenant, si vous découvrez 5, 10, 15 kilos de cocaïne, il y a une plus forte probabilité que les autorités se déplacent, viennent prendre et saisir. Mais quoi qu'il en soit, retenez bien que pour un produit stupéfiant, vous n'avez pas le droit de le prendre et de le détruire. Ça peut être considéré
comme une destruction de preuve. Donc là aussi, il faut être très au clair avec ça. Concernant le dépistage alcool et drogue est possible par un employeur dans la mesure où ce dernier est là aussi bien prévu au règlement intérieur. Concernant le dépistage, celui qui pose le plus de questions, concernant le dépistage de drogue ou de produits stupéfiants, il se fait au moyen d'un test dit salivaire, un test dit de détection immédiate. Et le salarié a un droit, enfin il y en a un certain nombre, mais il a un droit qui est fondamental là aussi, c'est le droit d'obtenir une contre-expertise médicale. Alors je vais y revenir dans quelques instants sur concrètement qu'est-ce qu'on doit pouvoir retrouver et il n'est possible uniquement de manière aléatoire sur ce qu'on appelle les postes dits hypersensibles drogue et alcool ou ce que vous appelez plus classiquement dans vos entreprises les postes dits de sécurité et vous devez avoir une liste spécifique dans vos entreprises et notamment dans vos documents uniques. Sur l'alcool, l'alcool, il se mesure au moyen d'un éthylotest. Cet éthylotest, il peut être à usage unique, c'est ce qu'on appelle les ballons dans le langage plus courant. Et puis, ça peut être également un éthylotest numérique digital et où là, il n'est pas à usage unique, c'est l'embout qui est à usage unique et vous pouvez acheter un éthylotest et où là, ce test sera plus précis et va vous dire si vous êtes positif ou négatif ou alors, selon les modèles, vous indiquer un taux d'alcool dans l'air expiré. Pour les produits stupéfiants, ce sont donc des tests salivaires à usage unique. Et là, il en existe de deux types. Les tests salivaires dits une drogue pour le cannabis ou le THC. Et vous avez également des multidrogues qui sont des tests dits multifamilles. Vous allez pouvoir détecter des traces de cocaïne, amphétamine, opiacés, etc. Les contextes d'utilisation de ces tests, je vous le rappelle, je vous l'ai dit, mais je le redis, c'est important, ils ne sont possibles que dans la mesure où ils sont bien prévus dans votre règlement intérieur. Plusieurs contextes sont possibles dans lesquels un employeur peut avoir recours à ces tests de dépistage. En cas de ce qu'on appelle l'état inhabituel, ou ce que dans le langage courant, souvent on entend dans l'entreprise, globalement la suspicion. Je suspecte que j'ai quelqu'un qui est sous l'emprise parce qu'il y a un ou plusieurs troubles du comportement, un ou plusieurs signaux faibles qui m'amènent à m'inquiéter, à me questionner et j'interroge la vigilance et la capacité à tenir pour ce salarié son poste en sécurité. C'est ce qu'on appelle l'état inhabituel. C'est le cas de figure le plus classique, si je puis dire, et ce que l'on trouve le plus dans les règlements intérieurs. Le deuxième que l'on retrouve le plus, c'est l'aléatoire. Il n'est possible exclusivement que pour les postes de sécurité, confère votre liste de postes telle que je l'évoquais tout à l'heure. Et puis, on a trois autres possibilités qui sont un petit peu moins classiques, mais que l'on retrouve dans quelques entreprises. Vous avez ce qu'on appelle le collectif anonyme. Là, on est simplement sur une action de prévention collective, en général, qui se met en place en amont de passer sur de l'aléatoire à des fins pédagogiques pour commencer à sensibiliser les salariés sur le fait que dans le cadre d'une démarche plus complète de prévention des conduites addictives, il va y avoir du dépistage. On va tendre à un moment donné vers de l'aléatoire. Sur l'aléatoire, c'est l'employeur qui doit pouvoir garantir comment l'aléatoire est organisé. C'est pas il est aléatoire et j'ai connaissance que dans une équipe, il y a un salarié qui a une problématique et donc c'est pour viser ce salarié que j'organise entre guillemets l'aléatoire. Ça pourrait être remis en question. Donc il faut bien pouvoir garantir comment c'est organisé. Mais donc le collectif anonyme, c'est plutôt retenir une action de prévention qui parfois se met en place dans certaines organisations en amont de dépistage aléatoire. Et puis on a des organisations qui prévoient également le recours à du dépistage, soit parce qu'il y a eu un presque accident, un écart, une règle de conduite, une règle d'ordre sécurité, bref, des règles particulières dans vos entreprises, et puis également parfois suite à un accident de travail post-AT. On a des entreprises qui, dans l'analyse et dans l'analyse des causes, prévoient le recours à ce type d'action de dépistage. Donc retenez-le, deux types de possibilités, alcool, stupéfiant. Sur les stupéfiants, deux types de tests, une drogue ou plusieurs drogues. Le plus classique, c'est le une drogue pour le cannabis et il faut pouvoir définir et prévoir à son règlement intérieur quels sont les contextes d'utilisation de ces tests. État inhabituel le plus classique et à titre de prévention, je dirais en deuxième position, l'aléatoire pour les postes les plus à risque ou les postes de sécurité. Je vous partage ici
un exemple de procédure. Là, c'est ce qui va rendre un petit peu plus concret, au-delà de la base et le socle, c'est vraiment le règlement intérieur qui pose, je dirais, les fondamentaux de ces actions de dépistage, mais il va falloir aller un petit peu plus loin. Là, ça n'est pas une obligation, mais c'est une recommandation de ma part, que de pouvoir rendre le plus concret possible avec une procédure qui soit la même pour toutes vos opérations de dépistage, qu'elles soient en cas d'état inhabituel ou sur de l'aléatoire, par exemple, et de prévoir toutes les actions et tout ce qu'il faut faire à chaque étape de cette procédure. Ce n'est pas un exemple au sens où il est exemplaire, mais ça vous permet d'avoir une première base pour vous aider à vous projeter sur ces différentes étapes. La première chose, c'est on fait ça dans un lieu qui est discret. Le manager ou la personne qui a par délégation de l'employeur le pouvoir de réaliser, si je puis dire, ce test, peut se dépister. C'est une recommandation, c'est une proposition, mais ça n'est pas une obligation. Pourquoi? C'est tout simplement à des fins pédagogiques et d'expliquer comment va se dérouler cette procédure de dépistage. Cette personne, elle doit avoir été préalablement formée. Sur la question de la formation, il n'y a pas de règles précises de la part du législateur à imposer, comme ça peut être le cas sur des CACES ou sur des formations SST ou que sais-je, en vous disant bah, ça va être ci et ça et comme ça. On vous dit simplement que la personne doit avoir été formée. Charge à l'employeur de déterminer quel est le niveau de formation. J'ai déjà conseillé, nous, on fait de la formation sur le dépistage, spécifiquement, qui sont des formations d'une demi-journée. Charge à vous de vous dire, on va trouver un autre organisme qui va aller encore plus loin, qui va proposer une journée, ou de vous dire, on va simplement lire la notice et assurer en interne une formation. C'est à vous de déterminer quel est le bon niveau de formation pour assurer cela. On récolte ensuite, la troisième étape, c'est on récolte le consentement du salarié et on va venir le consigner. On est accompagné d'un témoin. On fait un premier test. En cas de test positif, on peut être amené à proposer éventuellement un deuxième test. Et je vous le rappelle, on l'avait évoqué tout à l'heure, le salarié a le droit à une contre-expertise et notamment pour les produits stupéfiants. Et là, la recommandation, c'est d'avoir identifié en amont un laboratoire médical, un hôpital ou un établissement qui est agréé pour réaliser, dans le respect également de tout ce qui est en lien avec la RGPD, etc., ce type de contre-expertise médicale. Mais ça ne se fait pas dans un laboratoire de prise de sang de quartier où vous allez comme ça demander une analyse. Ça se fait avec des laboratoires un petit peu différents. Les résultats de la contre-expertise, il faut pouvoir les recevoir. Donc là, il faut vraiment vous laisser guider par le prestataire, le professionnel de santé qui sera sélectionné. Sur des grosses entités, quand on est à une échelle nationale, en général, on choisit un ou deux laboratoires et c'est le laboratoire qui met à votre disposition le matériel, ce qu'on appelle les écouvillons pour la récolte des échantillons de salive et vous donne toute la procédure pour leur adresser les échantillons. Et quand on est à une échelle locale ou régionale, en général, on prend plutôt des établissements ou des structures spécialisées plus locales. Voilà. Et puis tout ça, il va falloir le consigner, le tracer. En tout cas, c'est une recommandation d'avoir une traçabilité écrite de cette gestion, de qu'est-ce qu'il s'est passé, qui était présent, de récolter les signatures à minima du témoin et idéalement de la personne qui a été dépistée, conserver ce qui a été réalisé, les numéros de lot des matériels de dépistage, preuve de la conservation et de la bonne conservation du matériel. Enfin, voilà, il y a tout un certain nombre de choses qu'il faut idéalement respecter pour que tout se passe au mieux. Et donc là, typiquement, là, moi, je vous le fais assez rapidement, mais ça reste assez complexe et c'est des choses sur lesquelles on peut vous répondre dans la consultation employeur pour vous aider si jamais vous aviez des questions pour aller plus loin ou vous aider à adapter ce type de choses plus spécifiquement pour vos entreprises et vos réalités pour chacun. Alexis, du coup, il y a une question pour confirmer, s'il Oui, n'y a pas de règlement intérieur, pas de contrôle possible. non, pas possible. Voilà. C'est juste Ça, pour bien confirmer à c'est la personne vraiment, qui posait la et je crois question. qu'il y a même un point d'exclamation, c'est vraiment Oui. essentiel. Les mots, alors, peut-être qu'on pourrait le reformuler encore autrement, mais effectivement, pas de contrôle, pas de dépistage si ça n'est pas prévu au règlement intérieur. Au même titre que si vous n'avez carrément pas de règlement intérieur, l'alcool n'est pas interdit. À ce moment-là, c'est le code du travail qui s'applique. Je prends l'exemple de l'alcool, parce que c'est aussi des questions que j'ai eues récemment dans la consultation employeur, qui me dit, nous, on est une petite structure, on n'a pas de règlement intérieur, mais on veut interdire l'alcool.
à ce moment-là, c'est le code du travail qui s'applique. Autrement, après, il faut le règlement intérieur ou à minima une note de service. Mais voilà, il faut qu'il y ait un écrit qui rappelle pourquoi en regard il faut toujours que ce soit ce qu'on a dit, il faut que ce soit toujours proportionnel au but recherché et que ça puisse se justifier en regard de l'activité et que ça soit consigné dans le règlement intérieur. Sur cette question-là aussi, parce que c'est des questions qui nous sont très régulièrement posées, notamment sur le cannabis essentiellement, je ne vous le cache pas, de nous demander la question de la durée des effets et la durée des traces. Il faut bien distinguer ces deux effets. Sur la question de l'alcool, si je commence par là, tant qu'on a de l'alcool dans le sang, que donc on a des traces dans le sang, qu'on peut le dépister dans l'air expiré, eh bien, c'est qu'on est sous l'emprise de l'alcool. Sur la question du cannabis, les effets, vous le savez peut-être, durent moins longtemps que les traces. Et c'est ce qui fait parfois un petit peu polémique ou amène parfois dans les entreprises un petit peu de tension parce que vous allez avoir des personnes qui vous disent ok, mais vous êtes en train de me dépister et en fait, moi, je ne suis plus sous les effets du cannabis. C'est une consommation que j'ai eue sur un temps hors travail. Le week-end et puis je suis dépisté, c'est pas juste, c'est pas normal, c'est pas votre droit, etc. Et qui vont commencer à aller un petit peu sur ce terrain-là. Donc il faut savoir se positionner, il faut savoir répondre. Là encore, ce sont des choses qui sont abordées par nous systématiquement dans les ateliers de prévention et avoir en tête qu'effectivement, on peut être amené à dépister des traces plus longtemps que la durée des effets. Globalement, dans la salive, c'est ce qui va vous concerner, vous, en tant qu'employeur. On estime que c'est de 8 à 24 heures en moyenne. Or, les effets durent de 2 à 4 heures à peu près pour la consommation d'un joint de cannabis, si on vous donne cet exemple-là. Selon usage, pourquoi? Parce qu'il y a des teneurs en THC qui sont plus ou moins fortes, au même titre que si je prends le parallèle avec l'alcool, même s'il n'est pas tout à fait vrai, mais vous avez des alcools qui sont plus ou moins forts en degrés d'alcool. Bah, c'est un petit peu la même chose pour le cannabis, si je puis dire. Et puis également, selon la quantité consommée, la personne qui consomme une fois, 2 fois dans l'année et qui partage un joint avec 2 ou 3 amis, c'est pas la même chose que quelqu'un qui fumerait tous les jours et plusieurs fois par jour, évidemment. Et puis après, les autres tests urinaires et sanguins sont des tests dits de biologie médicale qui ne peuvent être pratiqués que par un médecin ou une infirmière. Et donc là, c'est parfois effectivement dans les services de santé au travail, et puis autrement par un médecin prescripteur, etc. Mais ce sont des questions également qui nous sont posées parfois ou suite à des contrôles routiers ou des pertes de permis de conduire, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je le remettais ici. Pour terminer sur des exemples de ce que vous pouvez mettre en place également pour vous aider à aller plus loin, je vais tout d'abord vous partager un site internet qui s'appelle Addicted. Sur ce site internet, je vous mets le lien dans le fil de conversation, dans le chat. Sur ce site internet, vous avez un site qui est dit grand public sur lequel vous allez retrouver 3 ressources principales. Des autotests, des échelles d'auto-évaluation, c'est le premier bouton qui s'appelle évaluer une addiction. Là, vous allez retrouver des échelles, des questionnaires qui permettent de se situer pour savoir si un comportement est addictif ou non. Deuxième ressource, c'est pour trouver un lieu de consultation près de chez vous. Si vous êtes amené, vous pouvez être concerné même en dehors du travail, à être amené à parler de ce sujet et proposer des ressources, vous allez retrouver les addictologues en libéral, vous allez retrouver ce qu'on appelle les XAPA, les lieux de consultation extra-hospitaliers. Ce sont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, qui sont des lieux de consultation qui sont gratuits, dans lesquels vous allez avoir des médecins, des psychologues, des travailleurs sociaux également, des infirmiers. Et puis vous allez retrouver les structures hospitalières. Donc deuxième ressource, c'est pour trouver sur l'ensemble du territoire français un lieu de consultation spécialisé en addictologie. Et puis la troisième ressource, c'est échanger sur le forum, troisième bouton que vous verrez sur ce site internet. Et là, vous avez un forum sur lequel vous pouvez poser des questions. Ce forum, il est modéré par des professionnels et notamment des patients experts qui sont des anciens malades rétablis. Donc ça, c'est le forum, le site internet Addicted grand public sur lequel vous allez retrouver de l'information de qualité et validée scientifiquement sur les addictions. Et sur ce site internet, tout en haut à droite, vous avez un bouton qui s'appelle Addicted Pro. Et là, c'est plutôt vous, en tant qu'employeur, en tant que préventeur, en tant que RH, vous allez retrouver des fiches pratiques pour vous aider à construire une politique de prévention. Si vous voulez aller plus loin, au-delà également de ce que nous, on pourra vous donner en consultation employeur, on va pouvoir vous orienter vers ces fiches sur comment rédiger son règlement intérieur, comment mettre en place une campagne de dépistage, comment aborder la question des écrans et de l'hyperconnexion au travail, comment réaliser un état des lieux. Vous avez même un exemple de questionnaire pour
voir où vous en êtes en matière de maturité dans votre entreprise. Voilà, vous allez retrouver un certain nombre de ressources pratiques qui vont vous être poussées sur ce site internet. D'un point de vue méthodologique, ce que vous pouvez mettre en place, c'est effectivement réaliser un état des lieux si vous voulez vraiment aller plus loin dans une démarche de prévention. Ça, ce ne sont pas des choses qui sont prises en charge dans le cadre de TVB, mais ce sont des choses sur lesquelles on peut vous accompagner si vous voulez voir au niveau de votre organisation du travail si vous avez des facteurs de risque particuliers et pour construire ensuite un plan d'action et de prévention. On peut être amené à construire un plan de prévention pluriannuel en matière de prévention primaire, secondaire et tertiaire, et vous accompagner sur la mise à jour de votre règlement intérieur, la rédaction de procédures, je vous en ai montré une, mais il y en a d'autres, et la construction d'outils pour accompagner votre ligne managériale. Vous pouvez être amené à construire, animer, envisager des actions spécifiques pour des accueils sécurité, l'accueil de nouveaux salariés, etc., des sous-traitants, enfin bref, traiter dans le fond et dans la durée cette thématique. Vous pouvez être amené à nouer des partenariats également à un niveau local avec les XAPA, toutes ces ressources et ces lieux de consultation que vous retrouverez grâce à l'annuaire que je vous ai partagé. Il y a la formation de la ligne managériale, vous avez les formations AFTRA, les promotrans dont on a parlé tout à l'heure, il y a les formations au dépistage, tout ce qu'on peut être amené à proposer nous chez GAE Conseil, bref, toutes ces choses-là qui sont à votre disposition. La sensibilisation, les ateliers TVB, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment aussi quelque chose qui est fondamental dans le cas des politiques de prévention. Et puis peut-être d'identifier quelques indicateurs de suivi si vraiment vous avez structuré une politique de prévention globale sur la question du risque addictif. Et je terminerai sur un dernier point qui est la charte ESPER, E-S-P-E-R, que vous pourrez retrouver également sur Internet, qui est portée par la 1000DK dont on a parlé tout à l'heure et j'ai vu que Solange avait partagé le lien de la 1000DK. La 1000DK, c'est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Et il propose aux employeurs de rejoindre le dispositif ESPER et de signer cette charte. C'est à destination des employeurs qui veulent, au niveau de leur organisation, agir vraiment dans la durée sur la prévention du risque addictif au poste de travail. Au-delà de ces engagements, vous allez accéder derrière à une boîte à outils pour vous aider à piloter cette politique de prévention et puis vous allez rejoindre surtout un réseau, le réseau des signataires ESPER, des entreprises. Il y en a du transport, il y en a qui sont de secteurs qui n'ont rien à voir avec vous. Et puis il y a également des acteurs des services publics. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est de voir comment finalement la thématique et cette problématique qui concerne tous les secteurs d'activité aujourd'hui, comment est-ce qu'elle est traitée et comment est-ce que préventivement, finalement, les organisations avancent sur la gestion de ce risque. Et donc, c'est des partages de bonnes pratiques. Voilà, j'ai essayé d'aller au mieux et au plus rapide. Ça fait un tour d'horizon, oui, de toutes les pistes auxquelles on peut penser et je pense que c'est déjà pas mal, surtout pour démarrer la réflexion. Et si je vois qu'il y avait encore des questions précises pour rentrer dans les détails des dépistages, etc., j'encourage les employeurs qui nous écoutent à faire une demande de consultation Ouais, parce qu'il y a prévention, beaucoup. parce que justement, vous allez pouvoir aller creuser certains points qui vous interpellent. Mais déjà, Alexis là, nous a donné aujourd'hui une première idée des différentes pistes d'action pour agir en prévention, pour agir en accompagnement sur ces différents sujets de prévention des addictions. Et effectivement, on s'était donné jusqu'à midi pour passer ce temps ensemble. Donc voilà, on était forcément contraints par le temps. Vous retrouvez ici quelques ressources complémentaires avec de la vidéo, des podcasts, une vingtaine de podcasts réalisés justement avec GAE Conseil également sur différents des podcasts de 2-3 minutes, hein, assez courts, donc de l'audio que vous pouvez partager aussi à vos salariés avec différents sujets, des focus sur sur le cannabis, le binge drinking ou d'autres sujets qui peuvent vous intéresser pour de la sensibilisation et un guide repère de 28 pages sur écran, jeux, réseaux sociaux pour là aussi vous documenter sur le sujet. Vous retrouvez sur cette page les différents points d'entrée pour demander la consultation employeur, pour organiser un atelier de prévention TVB ou pour inscrire vos salariés à des formations TVB. Donc, dans les 2 premiers cas, la consultation, c'est un formulaire de contact. Les ateliers de prévention, c'est un formulaire de demande d'atelier en ligne. Et comme je le disais tout à l'heure, pour les formations, vous écrivez à carcep-prev
carcep-prev@aftral.com ou carcep-prev@promotrans.fr pour avoir plus d'informations sur le déroulé des formations, etc. On a fait le tour, mais vous retrouverez dans le support les différentes marches à suivre hein, et toutes les informations sur le site public transportez-vous bien.fr où vous retrouvez en tant qu'employeur toutes les informations dont vous avez besoin. Je préfère le rappeler aussi, en tant qu'employeur, vous n'avez pas besoin d'accéder à un compte CarcepPrev. Vos salariés ont besoin de se connecter à leur espace client, à leur compte client CarcepPrev pour accéder à leurs actions Transportez-vous bien. Vous, en tant qu'employeur, vous allez retrouver l'essentiel des informations dont vous avez besoin sur transportez-vous bien.fr. J'espère qu'on a fait le tour de toutes les questions que vous vous posiez. Et encore une fois, si des points concernant la prévention, la politique de prévention en entreprise n'ont pas été abordés aujourd'hui, je vous invite à demander la consultation de prévention. Merci beaucoup, Alexis. Je t'en Merci à prie. tous Merci à vous pour vos tous. questions qui nous permettent toujours d'être plus précis. Et très bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci, Alexis. Au revoir.